merci Pierre-Michel pour cette introduction et merci pour cette invitation qui me touche beaucoup. C'est un grand honneur en fait, d'être ici aujourd'hui, qui plus est parmi vous, et qui plus est pour parler d'un travail qui a été initié aussi sous ta direction. Alors, mon travail généralement explore des questions de statut, c'est-à-dire des questions de la valeur qu'ont les individus aux yeux des autres. Et j'explore aussi la manière dont ce statut est produit socialement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un processus de production de statut qui est assez remarquable, qui est la consécration. Et en gros, je vais essayer de répondre à la question comment, au juste, le statut des individus est-il augmenté quand ils sont l'objet d'opérations de consécration? Par exemple, quand ils sont sélectionnés pour recevoir un prix prestigieux ou quand ils sont intronisés dans une académie vénérable. Même si j'aimerais vous montrer que la consécration est aussi beaucoup plus générale que ça. Alors, Pierre-Michel a dit, ma présentation va reposer sur le contenu d'un livre à paraître qui essaye de réfléchir à cette notion de consécration à partir du cas du marché de l'art moderne à Paris entre 1870 et 1930. Et ici, je ne vais pas suivre la structure du livre, mais je vais essayer de vous donner une idée de son contenu en insistant un peu sur ses aspects théoriques. Et en même temps, comme je ne veux pas que cette théorie paraisse gratuite, j'aimerais vous montrer comment elle permet de résoudre un paradoxe empirique que j'aborde dans le livre et qui est un paradoxe de sociologie des marchés artistiques. Je vais donc commencer par formuler ce paradoxe, puis j'en viendrai à une définition théorique de la consécration comme un mécanisme de production de statut à partir de deux propositions principales, dont l'une va porter sur ce que la consécration n'est pas. Là, je crois que vous ne suivez pas mes slides. Alors, je reprends. Merci beaucoup. Donc, je vous disais que j'allais commencer par vous présenter ce paradoxe empirique auquel je m'affronte un peu. Et ensuite, je vais vous présenter une définition théorique de la consécration à partir d'une proposition sur ce qu'elle n'est pas, une proposition sur ce qu'elle est, et enfin, je vous donnerai une idée de la manière dont cette définition permet de résoudre le paradoxe empirique que j'aurais présenté au départ. Alors, j'en viens donc à mon paradoxe. Et ce paradoxe part de l'observation que les marchés de biens nouveaux et uniques, comme l'art contemporain par exemple, sont généralement considérés comme des endroits où les intermédiaires de marché exercent une influence majeure sur la valeur des choses. Et c'est un peu le bon sens sociologique. Quand la qualité sur un marché est incertaine ou quand elle n'a pas de définition évidente, des intermédiaires, des marchands d'art par exemple, peuvent jouer un rôle crucial en la signalant ou en la définissant aux yeux du public et ainsi façonner sa perception de la valeur des choses et en définitive le prix que ce public est prêt à payer pour elle. Et de fait, donc dans ce travail, je me concentre sur le marché de l'art à Paris au début du XXe siècle, une période où Paris était le cœur un petit peu du marché mondial de l'art vivant. Et en accord avec ce que je viens de vous dire, les observateurs de ce marché étaient tous d'accord pour penser que les intermédiaires, les galeries et les marchands, dont le rôle était de soutenir les artistes, étaient ceux qui pouvaient faire ou défaire les carrières artistiques. Voilà par exemple comment le critique Georges Turpin formule la chose dans un livre de 1929, La stratégie artistique. Aujourd'hui, la vie d'un artiste ne peut être assurée que par un marchand. Les marchands font les renommées dont ils profitent. Ils imposent qui ils veulent, quand ils veulent. Aux amateurs, ils peuvent faire prendre pour de l'or le plus vil métal. Les marchands sont devenus des rois. Maintenant, ceci étant posé, et de manière surprenante, et c'est là le paradoxe, les études quantitatives un peu systématiques sur les marchés de l'art n'ont jamais réussi à détecter aucune influence des intermédiaires de marché sur la valeur économique des artistes qu'ils distribuent. Je pense ici au travail de Jens Beckert et Jörg Rössel sur le prix des artistes dans les galeries de Berlin et Leipzig, mais surtout au livre d'Olav Weltoys sur le marché de l'art contemporain qui s'appelle Talking Prices, on en a un petit peu parlé précédemment. Dans ce livre, Weltoys s'appuie sur de très belles données pour étudier le rôle des galeries dans la construction de la valeur des artistes, mais en fait il trouve qu'une fois contrôlées les caractéristiques de ces artistes, comme leur âge ou leur reconnaissance critique, les caractéristiques des galeries
n'ont pas d'influence sur la valeur des artistes qu'elles soutiennent. La réputation des galeries a-t-elle un effet? Non. Leur travail de promotion, pas davantage. Et Welthuis conclut, apparemment, les galeries sont incapables de rien ajouter elles-mêmes à la valeur des artistes qu'elles représentent. On a donc un paradoxe intrigant, avec d'un côté l'idée que les marchands imposent qui ils veulent quand ils veulent, et de l'autre le résultat selon lequel ces mêmes marchands sont incapables d'influencer la valeur de leurs artistes. Alors mon idée, c'est que ce paradoxe vient du fait qu'on pense généralement l'influence des intermédiaires sur nos perceptions de la valeur des choses en termes de deux mécanismes principaux. Un mécanisme de certification, d'une part, et un mécanisme de qualification, d'autre part. Par certification, j'entends le fait que une instance d'évaluation influence la valeur perçue des choses ou des personnes en leur apposant un sceau, on a parlé d'estampille tout à l'heure, de qualité individuelle, ou si vous voulez, en signalant leur qualité, qui peut être difficile à observer pour un non-initié. Et c'est ce qui se passe quand, par exemple, un critique émet un jugement positif sur un produit, mais aussi quand une galerie réputée décide de représenter un artiste, émettant sur lui donc un signal positif. Et ce mécanisme de signalement de la qualité est, par exemple, au cœur du modèle de production des inégalités dans les arts que Pierre Michel propose dans son livre « Le travail créateur ». D'un autre côté, maintenant, je désigne par qualification le fait que des acteurs, par exemple les intermédiaires de marché, influencent la valeur des choses ou des personnes sur un marché en imposant une définition de ce qui constitue la qualité dans ce marché donné. C'est ce qui se passe, par exemple, quand une galerie essaye d'augmenter la valeur de ses artistes en promouvant une définition de ce qu'est l'art véritable, ou l'art important, si vous voulez, qui leur est favorable. Par exemple, mes artistes sont abstraits, et si j'arrive à imposer la définition de l'art authentique comme étant l'art abstrait, ça va rejaillir positivement sur eux. Maintenant, mon hypothèse, c'est que si on a toujours échoué à détecter une influence des intermédiaires de marché sur la valeur de leurs artistes, c'est qu'on a voulu penser cette influence que dans les termes de ces deux mécanismes. Et ainsi, on en a négligé un troisième, qui est ce que j'appelle la consécration. Et en somme, ce que je montre, c'est que dans le cadre de l'art moderne qui me préoccupe, les intermédiaires influençaient effectivement la valeur des artistes, comme le pensaient tous les observateurs contemporains, mais que seule une définition de la consécration et de son fonctionnement nous permet de comprendre comment ils influençaient cette valeur. Alors j'en viens donc à cette définition, en remarquant d'abord que les tentatives de définition de la consécration comme un mécanisme de production de statut s'appuient en général sur le travail de Pierre Bourdieu, sur les champs culturels et le champ du pouvoir. Mais le problème ici, c'est que la pensée de Bourdieu sur la consécration est en fait assez équivoque, puisque d'un côté, Bourdieu conçoit la consécration comme l'adoubement d'une chose ou d'une personne par un acteur dont les jugements font autorité dans un champ. Et dans les champs de production culturelle, c'est la citation ici, Bourdieu voit cet adoubement, qui est en fait ce que j'ai appelé une opération de certification, d'estampillage, comme essentielle à la production de valeur. Mais cette première conception s'écarte de la description que Bourdieu fait de la consécration dans les champs du pouvoir, où la consécration est maintenant un acte de magie sociale qui agit sur le statut des choses en produisant du discontinu à partir du continu, c'est-à-dire en séparant des individus jugés dignes d'admiration d'autres qui ne le sont pas. Donc, en porte-à-faux avec la définition de gauche, et d'une manière qui reste un peu énigmatique, c'est maintenant par leur séparation d'avec les autres, et non plus par l'onction qu'ils reçoivent d'un juge légitime, que les élus voient leur statut s'accroître sous l'effet de la consécration. Et en fait, cette ambivalence de Bourdieu traverse presque tous les travaux sur la consécration, et je crois qu'à mon avis, un peu de clarification est nécessaire. Et dans le livre, j'essaye d'apporter cette clarification en définissant le mécanisme spécifique par lequel ce processus de consécration augmente le statut des choses et des personnes. Et pour avancer cette définition, je fais deux propositions principales. La première, c'est que
la consécration n'agit pas sur nos perceptions de la valeur des choses en signalant leur qualité ou leur mérite individuel. Pour étayer cette proposition, on peut penser aux grands prix qui sont régulièrement attribués dans le monde scientifique, comme le prix Nobel par exemple. Je pense que l'attribution de tel prix est assez classiquement perçue comme un exemple de consécration. Recevoir le prix Nobel, c'est un exemple de consécration. Et maintenant, si on y réfléchit, ces prix distinguent rarement des individus ou des travaux dont on aurait auparavant ignoré le mérite ou la qualité. Et c'est d'ailleurs ce qui permet à la sociologue des sciences Harriet Zuckerman de dire que les grands prix ne légitiment plus les découvertes scientifiques puisqu'ils vont à des recherches dont la valeur n'est plus à démontrer et que le travail qu'ils honorent est déjà reconnu depuis longtemps. En fait, je dirais même que plus nous avons tendance à décrire quelque chose comme une opération de consécration, moins il y a de chances que cette opération révèle une qualité ou un mérite qu'on n'aurait pas perçu jusqu'à présent. Et c'est précisément ce qui distingue la consécration de la certification, qui, elle, fonctionne entièrement par la révélation d'une qualité individuelle qui n'était pas évidente auparavant. Donc cette première proposition dit ce que la consécration n'est pas. Maintenant, j'en viens à ma seconde proposition, qui porte cette fois sur ce qu'elle est, et qui dit d'abord que la consécration est une opération qui agit sur des champs, et non pas sur les individus qui les occupent ou qui les composent. Plus spécifiquement, mon idée, c'est que la consécration agit sur le statut des choses, non pas en signalant qu'elles sont individuellement bonnes ou valables, mais en affirmant l'existence dans un champ d'une hiérarchie de valeurs tangibles. Alors, pour illustrer cette proposition, je vais analyser un exemple familier, mais frappant. Et ensuite, j'en reviendrai à mon cas, ne vous inquiétez pas. Le 21 mai 1981, peu après son élection à la présidence de la République, François Mitterrand remonte la rue Soufflot, à Paris, au milieu d'une foule de partisans en liesse. Leur destination est le Panthéon, une ancienne église, je ne vous apprends rien, où les restes des grands personnages de la nation sont régulièrement transférés depuis la Révolution. Maintenant, selon la chorégraphie de cette cérémonie, il était entendu que la foule s'arrêterait à distance du Panthéon, c'est ce qui se passe, et que Mitterrand seul rejoindrait le bâtiment pour méditer sur la tombe des héros du passé. Alors, toute cette séquence fut évidemment un grand moment de communication politique, et pour Mitterrand, c'était une sorte de couronnement républicain qui était un peu pendant à l'élection elle-même, et littéralement un moment de consécration, si vous voulez, qui visait clairement à augmenter son statut aux yeux d'au moins une partie de ses contemporains. Alors, comment fonctionne cette cérémonie ? Eh bien, d'abord, elle ne fonctionne pas en certifiant la qualité du président Mitterrand. Mitterrand n'est pas entré au Panthéon. Aucune instance d'évaluation ne l'a jugé digne d'un tel honneur. Au lieu de ça, le pouvoir de la cérémonie repose entièrement sur la manière dont elle affirme ou réaffirme l'existence d'une hiérarchie de grandeur dans la population. Puisqu'au début, la foule emplit la rue, c'est un peu chaotique, tout le monde est un peu égal, il y a un côté un peu démocratique à tout ça, mais très vite, à partir de cette confusion et de cette égalité, la cérémonie produit une image claire de hiérarchie. La foule s'arrête à distance du Panthéon, un vide est introduit entre elle et le bâtiment, affirmant clairement que la population peut être divisée entre les grands, au Panthéon, et les autres, dans la rue, et que la différence entre eux est indiscutable. En d'autres termes, le champ est maintenant consacré. On a affirmé l'existence d'une hiérarchie de grandeur dans la population. Et c'est seulement ensuite que Mitterrand pénètre dans l'espace des grands, rappelant ainsi au public que, en tant que président, sa place est au sommet d'une hiérarchie dont la réalité vient d'être réaffirmée. Alors qu'apprend-on de ce petit exemple ? Eh bien, d'abord que parmi les opérations qui influencent notre perception de la valeur des choses, la consécration fonctionne en affirmant l'existence dans un champ d'une hiérarchie de valeurs tangibles. C'est là qu'elle tire son efficacité en tant que mécanisme de production de statut. Elle ne dit pas « ceci est bon » ou « ceci est de bonne qualité », mais elle dit « il existe des choses qui sont meilleures que d'autres ». Une autre manière de voir ça, c'est de dire que la consécration est un antidote au relativisme. Elle produit de la croyance
dans la hiérarchie. Maintenant, deuxième leçon de notre petit exemple, la production de cette croyance ne passe pas par l'imposition d'une définition de ce qui constitue la valeur ou la qualité dans un champ. C'est ce qui distingue la consécration de ce que j'ai appelé la qualification. La cérémonie au Panthéon, par exemple, ne vient pas avec une définition de ce qui fait la grandeur de quelqu'un. Au contraire, la consécration crée de la croyance en la hiérarchie en la mettant en scène de manière qui ne souffre pas d'ambiguïté, de manière claire et nette, en projetant une image claire de la façon dont les éléments d'un système social peuvent être classés les uns par rapport aux autres. Ce qui n'est pas sans rappeler la séparation nette et rituelle entre sacré et profane que Durkheim plaçait déjà à la source de la croyance religieuse. D'où ma définition, la consécration est la production rituelle de la croyance en la hiérarchie. Alors maintenant, j'aimerais revenir à mon paradoxe de départ et à la manière dont cette définition permet de le résoudre. Et pour faire le pont, j'aimerais insister sur une implication de ma définition. Comme je l'ai dit, la consécration est un antidote au relativisme. Elle combat le sentiment que tout se vaut. Et par conséquent, elle devrait jouer un rôle important dans les champs où la définition de la valeur ou de la qualité est incertaine ou contestée. Et il n'est pas surprenant, par conséquent, qu'on parle souvent de consécration dans les champs artistiques, qui sont souvent ce genre de champs un peu anomiques, où non seulement la qualité des choses ou des personnes est incertaine, mais les critères mêmes de ce qui constitue la qualité sont toujours changeants, bouleversés, objets de lutte. Ce qui nous ramène à notre cas de départ, puisque le monde de l'art moderne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle est un peu le cas prototypique de ce genre de champ anomique, puisque c'était un monde fondé sur la révolution esthétique permanente, autrement dit sur l'absence de définition objective et consensuelle de ce qui faisait la valeur d'un artiste, et par conséquent, c'était un monde qui était sujet à ce sentiment de relativisme, à cette idée que rien ne pouvait être considéré comme ayant une valeur indisputable et définitive, que la valeur de tout était changeant et jamais vraiment établie. Maintenant, sur ce fond de révolution permanente, dans mon travail, je montre qu'une grande partie de ce que faisaient les acteurs du marché de l'art, les marchands, les intermédiaires de marché, consistait à essayer de donner le sentiment qu'il existait bien malgré tout quelque chose comme une hiérarchie de qualité tangible entre les artistes. Et pour ce faire, ils n'essayaient pas tellement d'imposer une définition substantive de ce qui faisait la qualité artistique, puisque de toute façon ces définitions étaient en perpétuel changement, mais au contraire, ils s'efforçaient de mettre en scène une hiérarchie claire et lisible entre les artistes. Et ils le faisaient en particulier à travers la gestion de leurs décisions de représentation. Par exemple, en 1909, la prestigieuse galerie Bernheim-Jeune décide de représenter Henri Matisse. Et à ce moment-là, elle insiste pour que Matisse coupe les liens qui l'unissent à une galerie beaucoup moins prestigieuse, la galerie Bertweil, galerie qui représente aussi d'autres artistes que Bernheim-Jeune ne représente pas. Un peu plus tard, en revanche, Bernheim-Jeune ne s'oppose pas à ce que Matisse établisse des liens avec un troisième marchand, Georges Bernheim, qui représente d'autres artistes, mais parmi lesquels des artistes que Bernheim-Jeune eux-mêmes représentent déjà, comme Renoir ici. Et on peut comprendre pourquoi Bernheim-Jeune se comporte ainsi. Une représentation de Matisse partagée avec Bertweil formerait un cycle entre les trois galeries. Bernheim-Jeune partage des artistes avec Georges Bernheim avec Bertweil avec Bernheim-Jeune. Et donc, ça ruinerait la capacité des représentations partagées entre ces galeries à signaler l'existence entre elles d'une hiérarchie claire. Au contraire, si le lien est rompu entre Matisse et Bertweil, les galeries projettent l'image d'une hiérarchie claire et nette entre elles, et par conséquent entre leurs artistes. Bernheim-Jeune est au sommet, Georges Bernheim au milieu, Bertweil à la base. Et dans le livre, je montre que ceci se généralise quand on regarde les décisions de production, ou de représentation, si vous voulez, non seulement de ces trois galeries, mais de toutes les galeries d'art moderne actives à Paris au début du XXe siècle. Si on se concentre sur ces décisions de représentation, on voit que ces galeries dessinent une hiérarchie relationnelle, un peu comme un système de castes, où les galeries d'une caste partagent des artistes entre elles,
C'est-à-dire que des artistes sont représentés par plusieurs galeries à la fois au sein de la caste, et partagent des artistes avec la caste du dessus et du dessous, mais où il n'y a pas de bouclage généralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artistes qui sont représentés tout en bas et en même temps tout en haut, ce qui fermerait le cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette hiérarchie relationnelle embrasse à peu près tout le champ de l'art moderne, c'est-à-dire que toutes les galeries du marché parisien y sont peu ou prou partie prenante. Et ça signifie qu'à travers leurs décisions de représentation, toutes ces galeries donnent collectivement à voir une hiérarchie lisible entre elles et donc entre leurs artistes. Autrement dit, elles consacrent le champ de l'art moderne en suggérant que, malgré le chaos qui règne dans la définition de ce qui fait la valeur artistique, il existe bien dans ce champ quelque chose comme une hiérarchie de valeurs tangible, fiable et unique. Et pour conclure, j'aimerais vous montrer que la mise en scène de cette hiérarchie était bien le vecteur par lequel les galeries conféraient de la valeur économique aux artistes dans le cas qui nous occupe. En notant d'abord que cette hiérarchie et son rôle dans la production du succès commercial, les observateurs de l'époque, ou du moins les plus perspicaces, en étaient conscients. Par exemple, en 1931, une marchande basée à Berlin, Grete Ring, écrit un article où elle s'émerveille du fait que le marché parisien, en France, pour les artistes vivants, produisent autant de succès commerciaux. Et elle se demande comment se fait-il que les artistes les plus en vue représentés à Paris, même quand leur travail n'est pas renversant, ont des cotes si élevés, alors que les artistes de Berlin ou des Pays-Bas, même très bons, font des prix beaucoup plus modestes. Et sa réponse est intéressante, puisqu'elle vient d'une insider, d'une initiée. Elle dit « Le succès de l'art moderne français ne tient pas à la qualité de ses artistes, ni à la personnalité hors norme de certains marchands. Il est plutôt la conséquence de l'existence d'une vraie hiérarchie entre marchands, une hiérarchie connue et reconnue de tous les acteurs du marché. » Et l'idée de Ring, c'est que cette hiérarchie bien ordonnée crée chez les amateurs un sentiment de sécurité et de fiabilité quant à la valeur de l'art moderne français. On a une image claire de la façon dont les différents artistes se classent les uns par rapport aux autres en termes de leur valeur. Et que par conséquent, les artistes représentés au sommet de cette hiérarchie bénéficient d'un surcroît de demande et donc de valeur économique, précisément parce qu'ils apparaissent comme occupant le sommet d'une hiérarchie fiable. Et en fait, on peut confirmer cette intuition de Grete Ring systématiquement en modélisant les prix des artistes représentés dans les galeries parisiennes. Ici, je prends par exemple les prix des artistes aux enchères à Drouot à la fin des années 1920 comme un indicateur de leur succès économique, et je mesure l'influence sur ces prix de diverses variables mesurées au niveau des œuvres, donc principalement leur taille. Toutes les œuvres que je considère ici sont des huiles sur toile. Au niveau des artistes, leur âge, leur reconnaissance critique, le nombre de galeries qui les représentent, s'ils sont morts ou pas. Et puis aussi de 3 variables mesurées au niveau des galeries qui représentent ces artistes. Et ces 3 variables mesurent 1. Le rôle de certification joué par les galeries pour leurs artistes à travers leur réputation. 2. Le rôle de qualification des galeries à travers la promotion d'un discours critique par ces galeries qui est favorable à leurs artistes. Et enfin, le rôle de consécration des galeries, que je mesure simplement comme la position qu'elles occupent et qu'elles font occuper à leurs artistes dans la hiérarchie relationnelle que j'ai décrite tout à l'heure. Et ici, on voit que les artistes représentés au sommet de cette hiérarchie, donc c'est-à-dire que le coefficient positif tout en haut avec 2 petites étoiles, 0.20, associé au pouvoir de consécration des galeries, signifie que les artistes représentés au sommet de cette hiérarchie font des prix, les artistes représentés dans la hiérarchie font des prix d'autant plus élevés qu'ils sont proches du sommet de la hiérarchie. Et ça, net des autres mécanismes par lesquels les galeries peuvent influencer la valeur de leurs artistes. Ce qui veut dire qu'on a effectivement résolu notre paradoxe de départ. Sur le marché de l'art moderne, les galeries avaient bien une influence déterminante sur la valeur de leurs artistes, comme le pensaient tous les observateurs de l'époque, mais cette influence ne passait pas tellement par la certification de la valeur de leurs artistes ou de la qualité de leurs artistes, ni par la qualification du travail de ces artistes. Au contraire, les galeries influençaient la valeur des artistes en consacrant le champ anomique de l'art moderne, c'est-à-dire qu'elles produisaient de la croyance en l'existence dans ce champ d'une hiérarchie
de qualité fiable, et elle le faisait rituellement, sans définir ce qu'était la qualité, simplement en produisant l'image d'une hiérarchie lisible et fiable par l'intermédiaire de leurs décisions collectives de production. Et ça avait pour conséquence qu'un surcroît de demandes se dirigeait vers les artistes au sommet de cette hiérarchie, un déficit de demandes vers les artistes de la base, ce qui en somme creusait en fait les inégalités entre les artistes de la base et du sommet, c'est-à-dire que les inégalités sont plus grandes entre la base et le sommet d'une hiérarchie quand cette hiérarchie apparaît comme une hiérarchie claire, fiable et lisible. Merci beaucoup.